Elle s'est réveillée en criant, le bébé avait disparu, et l'Apache avait laissé derrière lui une seule chose. Ce que la mère a découvert ensuite, a choqué même le juge au tribunal. Restez jusqu'au bout, car ce que dit le dernier témoin, change à jamais le destin de cette famille. Le soleil écrasait la terre comme un marteau brûlant. Le vent chaud soulevait des vagues de poussière sèche. Dans ce silence lourd, une silhouette vacillait sur la piste. C'était une fillette. Elle n'avait pas plus de 10 ans. Elle portait dans ses bras un bébé endormi, la tête reposant contre son épaule sale. Ses jambes tremblaient. Son visage était couvert de poussière, ses lèvres fendillées par la soif. Mais elle continuait d'avancer, un pas après l'autre. Un homme, seul dans un champ, l'observait. Il s'appelait Apache. C'était un homme grand, aux cheveux noirs noués en arrière, la peau tannée par le soleil et le regard profond. Il réparait une barrière de bois quand il l'aperçut. D'abord, il pensa que c'était un mirage. Mais non. La petite continuait d'avancer, de plus en plus lentement. Puis, sans prévenir, elle s'effondra dans la poussière. Apache laissa tomber ses outils et courut. Arrivé à sa hauteur, il se pencha. Le bébé avait commencé à pleurer doucement, un son faible, presque inaudible. L'homme posa une main sur le dos de l'enfant pour le calmer, puis regarda la fillette. Elle avait un œil à moitié fermé par un bleu foncé. Son bras droit était couvert de brûlures ouvertes, rouges et boursouflées. Elle ouvrit lentement les yeux. Sa voix était rauque, à peine un souffle. « Prenez-le, prenez mon petit frère, pas moi, je suis déjà cassé, lui, il peut encore vivre. » Apache la fixa. Cette gamine, à moitié morte, pensait encore à sauver le bébé avant elle-même. Un nœud se forma dans sa gorge. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi pur. « Quel est ton nom » demanda-t-il. « Rosalie Dawson, et lui, c'est Billy, il a 14 mois. Tu as quel âge, toi ? 10 ans, mais je ne sers plus à rien. » Apache la regarda en silence. Il la souleva avec précaution, la tenant contre sa poitrine. Il prit le bébé dans l'autre bras. Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers sa maison, une cabane modeste posée au bord d'un terrain sec. À l'intérieur, la fraîcheur relative fit frémir les enfants. Apache posa Rosalie sur un vieux canapé près de la fenêtre. Il se rendit ensuite à la cuisine, remplit un bol d'eau fraîche, y trempa un linge propre, et revint vers la fillette. « Bois doucement. Si tu bois trop vite, tu seras malade. » Elle mordilla le linge humide avec avidité, les larmes aux yeux. Après quelques gorgées, elle murmura. « Billy, il a plus besoin que moi. Il attendra. Toi d'abord. Tu dois survivre si tu veux l'aider. » Rosalie obéit. Pendant qu'elle buvait, Apache prépara un peu de lait pour le bébé. Il trouva un vieux biberon, qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. Il appartenait à sa fille. Une fille qu'il avait perdue, il y a longtemps. Le bébé but lentement. Il ferma les yeux, apaisé. « Il mange, » dit Rosalie, surprise. « Oui. Et il va vivre ? Parce que toi, tu l'as sauvé. » Rosalie pleura en silence, sans bruit. Des larmes glissaient sur ses joues sales. Elle ne faisait aucun son, comme si crier n'existait plus dans son monde. Apache la regarda, le cœur serré. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, vous n'êtes plus seul. Je suis là maintenant. Et je ne vous laisserai pas tomber. » Rosalie se réveilla lentement. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Pendant quelques secondes, elle crut qu'elle rêvait encore. L'air était calme. Il ne faisait pas mal. Personne ne criait. Personne ne frappait. Puis elle se rappela. Le désert. La chute. L'homme. Apache. Elle tenta de bouger son bras droit. Une douleur vive traversa son corps. Elle étouffa un gémissement et serra les dents. Son bras était enveloppé de bandes propres, soigneusement posées. Une odeur douce flottait autour d'elle, celle d'une pommade simple, faite de plantes. Le bébé bougea près d'elle. « Billy » murmura-t-elle. Il était là. Vivant. Endormi contre son côté. Ses yeux se remplirent de larmes. La porte grinça doucement. Apache entra, tenant une tasse entre ses mains. « Tu es réveillé » dit-il calmement. Rosalie hocha la tête. « Tu as dormi longtemps. Ton corps en avait besoin. » Il s'approcha et posa la tasse près d'elle. « De l'eau tiède. Bois lentement. » Elle obéit, comme la veille. Elle n'osait toujours pas le regarder longtemps. Elle avait appris à se méfier des adultes. Tous disaient qu'ils allaient aider. Aucun ne l'avait fait. Apache s'assit sur une chaise en bois, à distance, pour ne pas l'effrayer. « Est-ce que ton bras te fait très mal » demanda-t-il. « Je peux supporter, » répondit-elle. Ce n'était pas une plainte. Juste un fait. Apache fronça légèrement les sourcils. « Depuis quand ton bras est comme ça ?» Rosalie hésita. Puis elle baissa les yeux. « 3 jours, peut-être 4, je ne sais plus bien. Qui t'a fait ça ?» Elle resta silencieuse. Apache ne la pressa pas. Il attendit. Après un long moment, elle murmura. « Mon oncle ? Garin ?
Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Il voulait que je signe des papiers. Je ne savais pas lire, mais il disait que c'était important. J'ai dit non. Elle avala difficilement. Alors il a pris mon bras, et il l'a posé sur le feu, il a tenu longtemps. Apache sentit sa mâchoire se durcir. Son regard se fixa sur le mur devant lui. Et le bébé? Il a dit que si je ne signais pas, il ferait pareil à Billy. Sa voix tremblait maintenant. Alors j'ai attendu la nuit, j'ai pris mon frère, et je suis parti. Apache se leva lentement. Il fit quelques pas, puis s'arrêta, respirant profondément pour ne pas laisser la colère exploser. Tu n'as rien fait de mal, Rosalie. Elle releva les yeux, surprise. Si, j'ai fui, j'ai abandonné la maison. Tu as sauvé une vie, répondit Apache fermement. Et parfois, c'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Elle resta silencieuse. Pourquoi tu dis que tu ne vaux rien? Demanda-t-il doucement. Rosalie baissa la tête. Parce que mon oncle disait que j'étais trop cher à nourrir, que mon bras ne servirait plus à rien, que personne ne voudrait jamais de moi. Apache s'agenouilla lentement devant elle, à hauteur de ses yeux. Regarde-moi. Elle hésita, puis le regarda. Tu as marché seul à travers cette terre brûlante. Tu as porté un bébé plus lourd que ton propre corps. Tu as souffert sans jamais le lâcher. Et tu crois que tu ne vaux rien? Ces mots étaient calmes, mais solides. Moi, je vois une fille plus forte que beaucoup d'adultes. Les lèvres de Rosalie tremblèrent. Personne ne m'a jamais dit ça. Apache posa doucement une couverture sur ses épaules. Peut-être parce que personne avant moi ne regardait vraiment. Le bébé se mit à remuer. Rosalie le prit contre elle, instinctivement. Il pleure moins ici, dit-elle. Parce qu'il se sent en sécurité. Elle leva les yeux vers Apache. Et moi? Il la regarda droit dans les yeux. Toi aussi. Un silence doux remplit la pièce. Pas un silence effrayant. Un silence nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, Rosalie ferma les yeux sans peur. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'Apache sortit pour couper du bois. La chaleur pesait déjà lourd sur ses épaules, mais il gardait l'esprit vigilant. Depuis l'arrivée des enfants, quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus un ranch silencieux. C'était devenu un abri. Une promesse. À l'intérieur, Rosalie tentait de nourrir Billy avec un peu de bouillie tiède. Le bébé reprenait lentement des forces. Il gazouillait faiblement, s'accrochant aux doigts de sa sœur comme à une corde de vie. Mais Rosalie, elle, restait tendue. Chaque bruit dehors lui faisait tourner la tête. Chaque pas sur le plancher la faisait sursauter. Son regard cherchait sans cesse la fenêtre. Apache l'avait remarqué. « Tu as peur qu'il revienne ?» dit-il doucement, posant une bûche au sol. Rosalie ne répondit pas tout de suite. Elle hocha la tête. « Il revient toujours. Mon oncle. Il me retrouve, peu importe où je vais. » Elle serra Billy contre elle. Une fois, dans une autre maison, une dame m'a caché. 2 jours. Il a fini par arriver. Et après, la dame, elle a pleuré, il l'a fait pleurer très fort. Apache se redressa lentement. Il ne te trouvera pas ici. Il va chercher. Il sait suivre les traces. Il a des hommes. Des papiers. Il dit qu'il est mon tuteur légal. Le mot légal résonnait comme une chaîne autour du cou de la fillette. Apache soupira. Il alla jusqu'à un vieux coffre dans le coin de la pièce, l'ouvrit, et en sortit un ceinturon de cuir. Il attacha lentement autour de sa taille un étui contenant un vieux revolver. Son regard était froid. Concentré. S'il vient, je l'attendrai. Rosalie le fixa. Tu n'as pas peur de lui? Non. J'ai connu des hommes comme lui. Des hommes qui croient que l'argent ou les papiers leur donnent tous les droits. Il posa une main sur le rebord de la fenêtre, scrutant l'horizon. Mais la loi, ce n'est pas toujours la justice. Et parfois, la justice, il faut la défendre soi-même. Un silence lourd tomba entre eux. Puis Rosalie murmura. Tu vas te battre, pour nous? Apache tourna lentement la tête vers elle. Je me bats pour ce qui est juste. À ce moment précis, un nuage de poussière se leva au loin. Un petit groupe de cavaliers avançait lentement vers la maison. Apache plissa les yeux. Reste ici. Ferme les volets. Ne fais aucun bruit. Rosalie obéit immédiatement, attrapant Billy et disparaissant derrière la porte de la chambre. Apache attrapa son chapeau, descendit les marches du perron et attendit. 3 hommes approchaient. Le premier était massif, habillé d'un costume trop propre pour la poussière du chemin. Derrière lui, 2 silhouettes plus fines, mais l'allure dangereuse. Des hommes payés pour faire peur. L'homme en costume mit pied à terre. « Bonjour », lança-t-il d'un ton hautain. « Je cherche 2 enfants. » Apache ne bougea pas. « Vous êtes sur une propriété privée. Je suis Garin Dawson. Ces enfants sont mes neveux. Je suis leur tuteur. J'ai des documents légaux. » Il sortit une feuille pliée de sa poche et la brandit. « Je les reprends. Maintenant. » Apache parla enfin, sa voix aussi sèche que la terre sous ses bottes. « Vous avez des papiers? Moi,
j'ai des principes. Garin haussa un sourcil, surpris. Vous savez qui je suis? Je sais ce que vous êtes. Garin fit un pas vers la maison. Apache posa calmement la main sur la crosse de son arme. Encore un pas, et ce sera votre dernier. Les deux hommes derrière Garin mirent la main à leur ceinture, mais Apache les fixa sans ciller. Essayez. Je vous jure que vous tomberez avant même de comprendre. Un silence électrique emplit l'air brûlant. Finalement, Garin recula d'un pas. Ce n'est pas terminé, gronda Théil. Non, répondit Apache. Ce n'est que le début. Garin remonta sur son cheval. J'amènerai le shérif. Des juges. Des hommes en uniforme. On verra si vous êtes toujours aussi courageux face à la loi. Je vous attends. Les hommes firent demi-tour, disparaissant lentement dans un nuage de poussière. Apache resta figé un instant. Puis il retourna dans la maison. Rosalie sortit lentement de la chambre. Elle avait entendu chaque mot. Il va revenir, dit-elle. Je sais. Tu vas le laisser faire? Apache ferma la porte doucement derrière lui. Je vais l'arrêter. Le lendemain matin, le vent chaud soufflait déjà sur les planches du porche. Apache, silencieux comme à son habitude, réparait un coin de la barrière. À l'intérieur, Rosalie regardait fixement le mur en tenant Billy sur ses genoux. Depuis la visite de Garin, elle ne parlait presque plus. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était autre chose. Une colère, une certitude. Quand Apache rentra, il la vit assise près de la fenêtre, le regard vide. Il s'approcha doucement. « Tu veux un peu de lait chaud ?» Elle secoua la tête. « Je veux te dire quelque chose, » dit-elle d'un ton calme, presque trop calme. Apache s'arrêta. « Je t'écoute. » Elle serra Billy un peu plus fort. « Mon oncle Garin, il a tué mon père. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre dans un puits. Un silence profond s'installa. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» demanda Apache, doucement. « Oui. » Elle tourna enfin les yeux vers lui. « Je l'ai vu. La veille de l'accident à la mine. Il faisait nuit. Je ne dormais pas. J'ai regardé par la fenêtre. Il est allé dans la cabane des outils. Il y est resté longtemps. Le lendemain matin, papa est mort. Le toit s'est effondré. Les poutres avaient cédé. » Apache s'assit lentement sur la chaise en face d'elle. Il l'écoutait sans l'interrompre. Il a dit que c'était un accident, que les poutres étaient vieilles. Mais papa inspectait toujours tout lui-même. Il n'aurait jamais laissé des poutres pourries. Jamais. Elle avala difficilement. Et ma mère, elle est morte peu après. Il disait que c'était à cause de l'accouchement de Billy. Mais maman était malade depuis longtemps. Elle prenait un médicament, que Garin lui apportait chaque jour. Et chaque jour, elle allait plus mal. Un jour, il a oublié de venir, et elle allait un peu mieux ce soir-là. Rosalie ferma les yeux. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai essayé. Mais le shérif dans notre ville, il doit de l'argent à Garin. Tout le monde lui doit quelque chose. Il contrôle tout. Apache resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Tu as été très courageuse de garder tout cela en toi. Et encore plus de me le confier. » Rosalie le regarda, le menton tremblant. « Est-ce que tu me crois ?» Il se leva, s'approcha d'elle, et s'agenouilla à sa hauteur. « Oui. Je te crois. » Elle éclata alors en sanglots, pour la première fois depuis des jours. De vrais pleurs, bruyants, incontrôlables. Apache la prit doucement dans ses bras, sans dire un mot. Quand elle se calma, il parla d'une voix grave. « On va le prouver. Mais pour cela, il faut trouver des gens qui savent. D'autres qui ont vu. Tu penses que quelqu'un pourrait parler? Peut-être Madame Morale, la femme de Carlos, un mineur qui est mort aussi. Mon père disait qu'il avait des doutes. Tu sais où elle habite? Elle tient une pension à Dusty Springs. » Apache se redressa. « Alors on ira là-bas. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te reposes. Tu as déjà traversé plus de douleurs que beaucoup d'adultes en une vie entière. » Rosalie regarda Billy. Il dormait paisiblement dans ses bras. « Je veux juste qu'il soit libre. Qu'il ne vive pas dans la peur. Il le sera. Je te le promets. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu as perdu ta famille, pas vrai? » Apache ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers la fenêtre. « Oui, il y a longtemps. Et depuis, tu vis seul? Jusqu'à ce que vous arriviez. » Un silence tendre s'installa. Puis Rosalie dit doucement. « Peut-être qu'on peut se sauver, toi, Billy, et moi. » Apache la regarda longtemps. « Peut-être qu'on peut, oui. » La nuit tomba lentement sur la vallée. Un silence étrange flottait dans l'air. Pas le silence apaisant de la campagne, mais celui qui précède la tempête. Apache s'assit sur le porche, son fusil posé contre le mur. Il regardait l'horizon d'un œil fixe, attentif au moindre mouvement. Rosalie était couchée avec Billy, mais elle ne dormait pas. Elle restait éveillée, les yeux ouverts dans le noir. Une question tournait dans sa tête. Elle se leva, marcha à pas légers jusqu'au porche.
Apache ne bougea pas, mais il savait qu'elle était là. Tu ne dors pas? Demanda-t-il, la voix basse. Non, toi non plus. Je veille. Elle s'assit à côté de lui. Tu crois qu'il va revenir vite? Oui. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. Rosalie frissonna. Il va venir avec des hommes. Des papiers. Et peut-être pire. Apache tourna lentement la tête vers elle. Alors on doit se préparer? Tu veux dire, se battre? Je veux dire, survivre. Il resta silencieux quelques secondes, puis reprit. J'ai construit cette maison pour protéger. Pas pour fuir. Et je ne compte pas laisser un homme comme Garin voler la paix de 2 enfants, pas sans se battre. Rosalie le fixa longuement. Tu ferais ça, pour nous? Je ne laisserai jamais un homme qui blesse des enfants avoir le dernier mot. Jamais. Il se leva, entra dans la maison et revint avec une vieille lampe à pétrole. Il l'alluma doucement, révélant un plan posé sur la table en bois du porche. J'ai quelque chose à te montrer. Elle s'approcha. Sous la lumière vacillante, elle vit un vieux croquis de la maison. C'est quoi, ça? Un plan que j'ai fait quand j'ai construit cette cabane. Il y a quelque chose sous le sol. Une cave, avec une trappe cachée sous le tapis, au fond du salon. Les yeux de Rosalie s'agrandirent. Une cave? Avec un tunnel de sortie, qui mène derrière les rochers, à 50 mètres. Tu pourras t'y cacher avec ton frère, si jamais les choses tournent mal. Elle hocha la tête lentement. Et toi? Moi, je resterai ici. Pour les ralentir. Pour les empêcher d'atteindre la cave. Mais ils sont plus nombreux que toi? Apache posa sa main sur la carte. J'ai vu pire. Et je ne suis pas sans ressources. Il montra les fenêtres, les coins sombres, les meubles solides qu'il pouvait utiliser comme barricades. Je ne veux pas que tu meures, murmura Rosalie. Il sourit doucement. Moi non plus. Mais s'il faut choisir entre ma vie et celle de 2 innocents, je n'hésiterai pas une seconde. Elle resta silencieuse. Puis, d'une voix presque brisée, elle demanda. Pourquoi tu fais tout ça? On n'est rien pour toi. Apache s'accouda à la rambarde du porche, regardant les étoiles. Pendant 4 ans, je me suis réveillé chaque jour sans raison. Juste pour survivre. Parce que je n'avais plus rien. Ma femme et ma fille sont mortes pendant que je poursuivais un voleur sans importance. Je n'étais pas là pour elles. Et je ne me le suis jamais pardonné. Il marqua une pause. Mais toi, Rosalie, quand je t'ai vu marcher dans ce désert, portant ton frère, brûlé, affamé, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais encore protéger quelqu'un. Que j'avais encore une raison de vivre. Elle se rapprocha de lui, hésitante, puis posa sa petite main sur la sienne. Tu nous protèges, et moi, je veux te protéger aussi. Un léger sourire naquit sur le visage d'Apache. Alors tu écouteras mon plan. Tu resteras avec Billy dans la cave dès que je te le dirai. Et tu n'en sortiras que si tu entends ce signal. 3 coups, 2 coups, 3 coups. 3, 2, 3, je retiens. Il hocha la tête. Si je ne viens pas, tu prends Billy, tu passes par le tunnel, et tu marches vers l'est. Il y a une communauté, un chef qui connaissait ta grand-mère. Il te reconnaîtra. Il vous aidera. Rosalie hocha la tête. Les larmes aux yeux. Mais pas de peur cette fois. De force. Tu promets que tu viendras? Apache regarda l'horizon. La nuit était calme, mais la menace planait déjà. Je promets d'essayer, de toutes mes forces. Elle le regarda encore un moment, puis retourna à l'intérieur. Et pendant qu'elle s'endormait enfin, blottie contre son frère, Apache resta dehors, le regard dur, prêt à tenir sa promesse jusqu'au bout. L'après-midi avançait lentement. Le ciel avait pris une teinte rougeâtre. L'air était sec, presque coupant. Apache sentait que quelque chose approchait. Rosalie jouait doucement avec Billy, empilant de vieux blocs de bois. Elle souriait, mais ses yeux restaient inquiets. Elle sentait la tension dans la maison. Apache, lui, ne restait pas immobile. Il vérifiait les verrous, bloquait les fenêtres avec des meubles solides, nettoyait ses armes avec soin. Chaque geste était précis, calme, mais chargé de détermination. En fin de journée, un bruit de roue brisa le silence. Rosalie se figea. Apache se redressa, fusil à la main. Mais ce n'était pas une attaque. Une charrette approchait doucement. Apache reconnut aussitôt la femme assise à l'avant, Madame Morale, aussi appelée Essie. Une femme forte, la quarantaine, cheveux noirs striés de gris, et regard de feu. Elle descendit avec précaution, tenant un petit panier contre sa poitrine. J'ai apporté du pain et un peu de lait. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venue, dit-elle en entrant dans la maison sans attendre d'invitation. Rosalie bondit de sa chaise. Madame Morale. Ma chérie, viens ici. Essie prit Rosalie dans ses bras. Elle la regarda longuement, vit les bleus, les marques, le bras bandé. Elle ferma les yeux un instant. Je suis désolée, je n'ai rien vu. Ou plutôt, je n'ai rien dit. Ce n'est pas ta faute, murmura Rosalie. Essie se tourna vers Apache. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je parle vite.
Elle s'installa à la table, sortit un petit carnet de sa poche. Garin est passé chez moi hier soir. Il avait bu. Il parlait fort. Trop fort. Il a dit à des hommes qu'il voulait donner une leçon à l'homme qui protège les enfants. Il a dit que ce soir, tout allait rentrer dans l'ordre. Apache fronça les sourcils. Combien d'hommes? Si, peut-être plus. Des mercenaires. Des visages inconnus. Rosalie pâlit. Ce soir? Essie hocha la tête. Oui. Après la tombée de la nuit. Quand tout est calme. Ils veulent surprendre la maison? Apache se leva. Alors ils vont être surpris à leur tour. Il alla chercher une vieille carte, l'étala sur la table. J'ai déjà préparé quelques pièges. Des coins renforcés. Une cave souterraine pour cacher les enfants. Il y a aussi un tunnel de sortie. Essie observa le plan. Ce sera difficile. Mais pas impossible. Elle regarda Rosalie. Tu dois rester caché. Peu importe ce que tu entends. Tu protèges ton frère. Compris? Rosalie serra les lèvres. Et toi? Apache répondit à sa place. Moi, je tiens la maison. Essie fouilla dans son panier et sortit un vieux revolver rouillé. Ce n'est pas grand-chose, mais il tire encore droit. Tu n'es pas seul, Apache. Tu as plus d'alliés que tu ne crois. Il la regarda avec respect. Merci. Elle posa la main sur l'épaule de Rosalie. Ton père m'a sauvé la vie une fois. Aujourd'hui, je rends la dette à sa fille. Puis elle sortit, sans un mot de plus. Apache resta quelques secondes en silence. Puis il se tourna vers Rosalie. Nous avons peu de temps. Il faut agir. Ils passèrent la fin de journée à tout préparer. Apache cloua des planches sur les fenêtres du rez-de-chaussée, plaça des lampes à des endroits stratégiques, vérifia encore et encore ses munitions. Rosalie aida du mieux qu'elle pouvait, malgré son bras blessé. Le soleil descendit lentement derrière les collines. Quand la dernière lumière disparut, Apache se tourna vers Rosalie. Maintenant. Va dans la cave. Prends Billy. Rappelle-toi le signal. 3 coups, 2, 3, murmura-t-elle. C'est ça. N'ouvre que si tu entends ça. Elle l'enlaça, brusquement. Tu reviendras, hein? Il la serra doucement contre lui. Je vais tout faire pour. Maintenant, cache-toi. Elle disparut dans l'ouverture sous le tapis. Apache referma la trappe, remit le meuble par-dessus. Puis il s'assit près de la fenêtre, son fusil entre les mains, et attendit dans l'ombre. Dehors, le vent se leva. Et avec lui, le bruit sourd de sabots approchant dans la nuit. Le silence pesait lourdement sur la maison. Clara observait Apache, qui tenait dans ses mains une vieille couverture usée. C'était celle que leur fils adorait? Celle qu'il serrait chaque soir contre lui avant de dormir? Un souvenir doux, devenu douloureux? Les jours passaient, mais leur peine restait vive. Chaque objet, chaque recoin de la maison, rappelait leur perte. Clara tentait de garder la tête haute, pour ne pas sombrer. Mais les nuits étaient longues, et les cauchemars fréquents. Un matin, elle trouva Apache assis dehors, sur la petite marche en pierre. Ses yeux fixaient l'horizon, comme s'il attendait un signe. Elle s'assit doucement à ses côtés. « Il me manque » murmura-t-elle. Il hocha la tête lentement, puis glissa sa main dans la sienne. Un geste simple, mais fort. « Moi aussi, chaque seconde » répondit-il, la voix rauque. Ils restèrent là, sans parler, juste à partager leur douleur. Le monde autour continuait de tourner, mais eux, étaient figés dans ce chagrin commun. Un jour, un voisin vint leur apporter une boîte. Elle avait été retrouvée dans les affaires de leur fils à l'hôpital. Dedans, un petit dessin, 2 silhouettes main dans la main, un soleil, et un mot écrit avec maladresse. « Papa et maman, je vous aime ». Clara éclata en sanglots. Apache la serra dans ses bras, fort, plus fort que jamais. Ce dessin, ce mot, leur donna une nouvelle force. Ils décidèrent alors de ne pas se laisser détruire par la tristesse, mais d'honorer sa mémoire, en vivant chaque jour avec la même innocence, la même tendresse, que leur fils leur avait enseignée. La lumière du matin baignait le village d'une teinte dorée. Le silence planait comme une couverture, lourd de tout ce qui devait encore être dit, mais ne le serait peut-être jamais. Apache se tenait debout, près de la barrière. Son regard fixait la silhouette d'Élise qui s'affairait à empaqueter les dernières choses dans sa carriole. Elle ne portait plus de robe de village. Elle avait noué ses cheveux en arrière, le visage tourné vers l'horizon, comme si elle se préparait à affronter le monde sans lui. Le chariot était prêt. L'enfant d'Hélène dormait paisiblement à l'intérieur, enveloppé dans une couverture douce que l'une des femmes du village avait cousue à la main. Élise s'approcha lentement de l'homme qui l'avait protégé, sauvé, changé. « Tu ne viens pas » demanda-t-elle, la voix pleine de tension. Apache secoua la tête. Son visage restait calme, mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire. Une histoire de sacrifice, de devoir, de douleur silencieuse. « C'est ton monde, pas le mien » répondit-il doucement. « Là-bas, tu peux commencer une nouvelle vie. Ici,
Je suis utile à ceux qui m'ont donné une seconde chance. Élise baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Le monde des Blancs n'était pas fait pour lui, tout comme la terre rouge n'était pas faite pour elle. Et moi, murmura-t-elle. Tu veux que je t'oublie? Il posa une main sur sa joue, avec une tendresse infinie. Je ne serai jamais loin? Pas vraiment. Le temps sembla s'arrêter. Puis, doucement, leurs fronts se touchèrent. C'était un adieu, mais pas une fin. Pas dans leur cœur. Un cri brisa le silence, la femme de l'ancien chef venait d'arriver. Elle tendait un paquet à Élise. C'est pour vous, dit-elle en souriant. C'est ce que mon mari aurait voulu. Une bénédiction pour votre route. Élise ouvrit lentement le tissu. À l'intérieur, un petit talisman sculpté représentant un aigle en plein vol. Elle se retourna vers Apache, qui observait la scène sans un mot. Alors c'est ça? Tu m'envoies un morceau de ton âme? Souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le chariot s'ébranla lentement. Les roues craquèrent sur le sol sec. Apache resta immobile, droit comme un roc, regardant la poussière s'élever derrière la carriole. Élise ne se retourna pas tout de suite. Mais quand elle le fit, à l'orée de la forêt, elle le vit toujours là, fidèle à lui-même, comme une montagne silencieuse. Elle leva la main. Il ne bougea pas. Mais dans ses yeux, brilla un éclat que seule elle pouvait comprendre. Et ainsi, dans le calme du matin, deux âmes liées prirent des chemins différents, mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. Le ciel s'était assombri alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les montagnes. Clara était assise sur la pierre plate, les genoux repliés contre elle, les bras serrés autour de ses jambes. Le silence du désert semblait plus lourd ce soir-là. Elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé. À tout ce qu'elle avait perdu. Et à ce qu'elle avait trouvé ici, contre toute attente. Derrière elle, des pas légers approchaient. Elle n'avait pas besoin de se retourner. Elle savait que c'était lui. Apache s'arrêta à quelques pas d'elle. Il ne disait rien. Il s'assit lentement à côté d'elle, le regard tourné vers l'horizon. « Tu comptes repartir » demanda-t-il enfin, sa voix grave et douce à la fois. Elle mit du temps à répondre. « Je ne sais pas. Mon monde, il ne me ressemble plus. Mais ici, tout est si brut. Si imprévisible. » Il acquiesça silencieusement. « La vie ici ne promet pas la paix. Mais elle promet la vérité. Et je vois que ton cœur est déjà enraciné dans cette terre. » Clara se tourna vers lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Pas comme la fille fragile venue d'un autre monde. Mais comme une femme qui avait résisté à la tempête. « Tu m'as sauvée, murmura-t-elle. Pas seulement là-bas, dans les flammes, mais chaque jour, par ta présence. Ton silence. Ton courage. » Apache détourna les yeux. Il n'était pas habitué à recevoir ce genre de mots. Mais il les accepta. « Tu m'as sauvée aussi, Clara. J'avais oublié comment battre avec le cœur, jusqu'à toi. » Le vent souleva doucement les mèches de leurs cheveux. Le monde semblait suspendu dans l'instant. Elle posa une main sur la sienne. « Alors restons. Ici même si c'est dur. Même si tout le monde pense qu'on ne devrait pas. » Il serra ses doigts avec douceur. « Alors on reste. » Et dans ce désert brûlé par le soleil, au milieu des cicatrices visibles et invisibles, une promesse silencieuse naquit entre eux. Pas celle d'un conte de fées, mais d'un chemin commun, fait de respect, de douleur partagée, et d'un amour né dans les cendres. Alors que la tension atteint son paroxysme, un silence étrange s'installe dans l'air lourd de la nuit. Garin, sûr de son pouvoir, continue de menacer Rosalie d'un regard rempli de haine. Mais soudain, un bruit de pas précipité brise l'obscurité. Des lanternes s'allument une à une autour d'eux, des voix s'élèvent, et dans un éclair de lumière, le shérif apparaît, flanqué de plusieurs hommes du village, armés et déterminés. Garin Delvaux. Par ordre de la loi, vous êtes en état d'arrestation. Tonne la voix du shérif, implacable. Le regard de Garin vacille. Il se retourne, pris au piège. Plus aucun échappatoire. Il tente de crier à la trahison, mais ses mots se perdent dans le vacarme de la foule. Les villageois ne le craignent plus. Ils ont vu, ils savent. Ils sont venus pour Rosalie. Des mains fermes lui passent les menottes. Un murmure parcourt l'assemblée, justice, enfin. Rosalie, tremblante, regarde la scène sans y croire. Elle serre sa robe contre elle, ses yeux brillent d'un mélange de soulagement et de douleur. Le shérif s'approche et incline la tête avec respect. « Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle. » Elle hoche doucement la tête, sans voix. Et tandis que Garin est emmené sous les huées, Rosalie reste debout, droite, entourée des siens. Pour la première fois depuis des années, elle se sent protégée. Mais au fond d'elle, elle sait. Ce n'est pas encore la fin. La salle d'audience était pleine à craquer, chaque banc occupé par des visages tendus, certains pleins d'espoir, d'autres avides de scandale. Rosalie entra, droite, le menton levé, les mains tremblantes mais décidées.
C'était le moment qu'elle redoutait depuis si longtemps, mais aussi celui qu'elle attendait avec le plus de détermination. Lorsque le juge appela son nom, un silence pesant tomba. Rosalie s'avança jusqu'à la barre. Sa voix tremblait au début, mais son regard restait fixe. Elle parla de la peur, des années de contrôle, des blessures invisibles que personne ne voulait voir. Elle raconta comment Garin la surveillait, la menaçait, l'isolait peu à peu du monde. Son récit était glaçant, douloureux, mais clair. Aucune haine, juste une vérité brute livrée sans détour. Puis ce fut au tour de Garin de prendre la parole. L'homme, nerveux, fulminait intérieurement. Il pensait encore pouvoir manipuler la salle avec son charisme. Mais en entendant les mots de Rosalie, il craqua. C'est une menteuse. Une ingrate. Elle me doit tout, hurla-t-il, son visage déformé par la rage. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Le juge frappa de son maillet. Ce coup d'éclat venait de dévoiler l'homme qu'il était réellement. Le juge, impassible, s'adressa à lui froidement. Monsieur Garin, votre comportement en audience confirme les accusations portées contre vous. Jusqu'à nouvel ordre, vous perdez toute autorité parentale. Vous serez transféré en détention en attendant votre procès définitif. Rosalie, en entendant ces mots, sentit ses jambes fléchir. Ce n'était pas la fin, mais c'était la première vraie victoire. Pour elle. Pour ses enfants. Pour toutes celles qui n'avaient pas eu la chance de parler. La terre rouge des plaines s'étendait à perte de vue. Le vent soufflait bas, chargé de poussière et de souvenirs. Rosalie, accompagnée d'Apache, avançait lentement vers le campement des Comanches. Son cœur battait fort. Elle n'avait jamais vu cette terre, et pourtant, chaque pas semblait réveiller en elle quelque chose d'ancien, d'oublié. Le campement se dessina peu à peu entre les collines. Des tipis fièrement dressés, des enfants courant autour du feu, des anciens assis en cercle, parlant à voix basse. Et au centre, un homme grand, droit, au regard profond, Crawfeder, le chef. Lorsque Rosalie descendit de cheval, un silence s'installa. Tous la regardaient, intrigués. Sa peau claire, ses traits européens, mais ses yeux sombres, intenses avaient la même profondeur que ceux de Logging Wind, sa mère. Crawfeder s'approcha. Ses longs cheveux gris flottaient légèrement dans le vent. Il posa un regard calme sur elle. « Tu es la fille de Logging Wind » dit-il d'une voix grave. Rosalie hocha la tête, incapable de parler. Apache fit un pas en avant. Elle a été cachée, protégée, mais elle est l'héritière légitime de votre lignée. Crawfeder sortit alors une petite pochette de cuir, usée par le temps. Il l'ouvrit et en sortit une plume noire et blanche, finement nouée avec une perle bleue. Cette plume appartenait à Logging Wind. Elle l'a laissée en partant. Seul son sang peut la réclamer. Il tendit la plume à Rosalie. Tremblante, elle la prit dans ses mains. Au moment où ses doigts effleurèrent la perle, une vieille femme assise parmi les anciens se leva brusquement. C'est elle? Je reconnais l'odeur de sa mère. L'esprit de Logging Wind l'accompagne. Les murmures parcoururent le cercle. Crawfeder leva la main. Alors qu'il en soit ainsi. Rosalie, fille de Logging Wind, tu es des nôtres. Tu portes en toi le sang de notre tribu. Tu es Comanche, et rien ni personne ne pourra te l'enlever. Les femmes du campement vinrent alors à sa rencontre. Une lui mit une couverture tissée sur les épaules. Une autre lui prit les mains en murmurant une prière. Rosalie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était comme si toute sa vie avait été une longue marche vers ce moment. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus sans nom. Elle regarda Apache. Il lui sourit, doucement. Sans un mot. Mais ses yeux disaient tout. Le soir, autour du feu, les tambours résonnèrent. On chanta le nom de Logging Wind. On raconta son histoire. Et dans cette nuit chaude du désert, Rosalie comprit que son combat n'avait jamais été seulement contre Garin, mais contre l'oubli, contre l'effacement. Elle appartenait désormais à quelque chose de plus grand. Elle était le sang de Logging Wind. Et elle n'aurait plus jamais à en douter. Le soleil dorait doucement les collines à l'horizon, enveloppant la prairie d'une lumière paisible. Rosalie tenait la main de son petit frère tandis qu'il traversait lentement la cour du tribunal, flanqué d'Apache et de Logging Wind. Le vent caressait leur visage. Tout semblait suspendu, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans la grande salle en bois du tribunal, le juge Evans avait pris place. À ses côtés, le chef Crawfeder siégeait avec dignité, son regard calme observant chaque détail. Le silence régnait, solennel. Rosalie et son frère étaient assis côte à côte, leurs jambes touchant à peine le sol. Apache se leva, droit comme un roc, le regard posé sur les deux enfants. « Votre honneur, dit-il d'une voix grave. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un simple protecteur, mais comme un homme qui souhaite offrir plus qu'un toit. Je veux leur offrir une maison, un nom, une famille. » Rosalie sentit son cœur battre plus vite. Elle n'osait tourner la tête, mais elle pouvait sentir les larmes monter. Ces enfants, continua Apache, ont connu l'abandon, la peur, le rejet.
Mais jamais ils n'ont cessé d'aimer. Et aujourd'hui, je veux leur offrir ce qu'ils méritent, la stabilité, la dignité, et un foyer où ils pourront grandir libres et aimer. Un silence respectueux suivit ces mots. Le juge le regarda longuement, puis fit un signe à Crawfeder. Le chef Comanche se leva à son tour. Rosalie porte en elle le sang de Logging Wind. Elle est des nôtres. Son courage et sa loyauté à son frère, à cette terre, et à ce peuple sont la preuve vivante de son appartenance. Je la reconnais officiellement comme fille de notre tribu. Et j'appuie sans réserve cette adoption. Les paroles du chef résonnèrent dans la salle comme une bénédiction ancestrale. Le juge hocha lentement la tête, puis se tourna vers Rosalie. « Ma chère, veux-tu que cet homme devienne ton père ?» Rosalie leva enfin les yeux. Apache la regardait, immobile, mais ses yeux trahissaient une émotion à peine contenue. Elle chercha la main de son petit frère, l'attrapa, puis se leva lentement. « Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je le veux, de tout mon cœur. » Un sanglot discret s'échappa du rang des spectateurs. Même le juge dut cligner des yeux plusieurs fois avant de prononcer les mots suivants. « Alors, par le pouvoir qui m'est confié, je déclare cette adoption officielle. Rosalie et son frère sont désormais les enfants légaux d'Apache, reconnus par la justice et la tribu. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Rosalie se jeta dans les bras d'Apache, le visage enfoui contre sa poitrine. Il l'enlaça fermement, posant une main protectrice sur la tête de son frère, désormais son fils. Le vent souffla doucement à travers les fenêtres entr'ouvertes, comme si les esprits anciens approuvaient en silence. C'était terminé. Ou plutôt, c'était un commencement. Un foyer. Pour toujours. Le silence dans la salle d'audience était presque sacré. Rosalie, assise entre le chef Crawfeder et Apache, tenait la main de son petit frère, les yeux rivés sur le juge. La voix du magistrat s'éleva enfin, grave et ferme. Garin Lefebvre est reconnu coupable de violences aggravées, d'abandon parental, et de tentative de manipulation judiciaire. Il est condamné à 12 ans de réclusion, sans possibilité de libération anticipée. Un souffle de soulagement parcourut la salle. Rosalie ne bougea pas immédiatement. Elle avait attendu ce moment si longtemps qu'elle n'arrivait pas à y croire. Garin, menotté, baissa la tête. Il ne prononça pas un mot, incapable de soutenir le regard de ceux qui l'avaient trahi. Rosalie, elle, ne détourna pas les yeux. Elle voulait qu'il voie, une dernière fois, la force qu'il avait tenté d'écraser, et qu'il avait échoué à briser. Le juge se tourna alors vers elle. « Mademoiselle Rosalie Lefebvre, ou devrais-je dire Rosalie, fille de Logging Wind? Vous êtes libre? Et surtout, vous êtes reconnue. » À ce moment-là, Crawfeder posa une main sur son épaule. « Tu portes en toi le sang de notre peuple, mais aussi une force qui vient de ton cœur. Tu es des nôtres. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle pensa à sa mère, à cette femme douce qui l'avait bercée dans des chants anciens qu'elle ne comprenait pas alors, mais qu'elle entendait désormais différemment, comme un écho venu de loin, de la terre, du ciel, des ancêtres. Quelques jours plus tard, dans une cérémonie à la fois sobre et profondément symbolique, Apache signa les documents d'adoption. Rosalie et son petit frère devenaient officiellement ses enfants. Le juge, présent lors de la cérémonie, déclara avec un sourire sincère, « Ce foyer est désormais légal, mais il l'était déjà dans les cœurs. » Apache avait préparé une chambre pour chacun d'eux. Dans celle de Rosalie, une couverture tissée à la main ornait le lit, ses motifs racontant l'histoire d'une fleur poussant entre deux pierres. « C'est toi, » dit-il simplement. Elle serra la couverture contre elle, émue jusqu'aux larmes. Le ranch, autrefois si silencieux, s'était rempli de vie. Le petit frère de Rosalie courait avec les chiens, apprenait les gestes simples du travail avec les chevaux. Apache, patient, lui montrait comment approcher les animaux avec respect. Rosalie, elle, avait trouvé sa place, entre l'école, les tâches du ranch, et les moments de silence avec Apache au coucher du soleil. Un soir, alors que le ciel flamboyait d'or et de pourpre, Rosalie se tourna vers lui. « Tu as tenu ta promesse. » Il la regarda longuement. « Et toi, tu as tenu bon. » Ils restèrent ainsi, sans mots, seulement les cœurs parlant le même langage. La peur était derrière eux. L'injustice aussi. Ce qui restait, c'était la vérité, l'amour et la force d'une promesse tenue envers une enfant brisée, devenue une jeune femme debout. Et dans le souffle du vent du soir, il semblait qu'une voix murmurait, celle de Logging Wind, fière de sa fille. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés, laissez un like pour Rosalie, et un commentaire pour Apache. Mérite-t-il selon vous le titre de père de l'année? Dites-nous aussi, depuis quelle ville ou pays nous regardez-vous? Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies. Des récits de justice, de courage et d'amour comme celui-ci vous attendent. Merci de faire partie de cette communauté qui croit encore aux secondes chances. À très bientôt, ici, là où les histoires changent des vies.